Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un des monstres sacrés du cinéma français que Franck Ferrand nous propose de redécouvrir en ce week-end de l'Ascension. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Jean Gabin a marqué les mémoires, il fait partie de l'inconscient collectif des Français. Nous avons à l'esprit le vieux Gabin du président ou d'un singe en hiver, mais aussi en fouillant un peu plus loin dans nos souvenirs, le jeune Gabin du jour se lève, de la bête humaine. Je suis heureux que le monsieur cinéma d'Europe 1, Bruno Kras, ait accepté de venir nous en parler. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Wipke sur l'origine de l'expression « avoir d'autres chats à fouetter ». Précisons que notre auditrice est allemande et que cette drôle d'expression la laisse perplexe, ce que l'on peut comprendre. Pour le moment, place au cinéma. Ce cinéma dont Jean Gabin disait « c'est du vent le cinéma, de l'illusion, des bulles, du bidon ». Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La grande illusion, le jour se lève, la bête humaine, Pépé le Moco, le quai des brumes, touchez pas au Grisby, la traversée de Paris, un singe en hiver, le Pacha, le baron de l'Écluse, le Rouge Émis, le clan des Siciliens. En 95, je dis bien en 95 films tournés entre 1930 et 1975, Jean Gabin s'est imposé comme un des plus grands acteurs français. Lui qui, encore une fois, considérait que le cinéma n'était pas vraiment un métier. Mauvais garçon, commissaire de police, grand bourgeois, marin, cheminot, juge, officier hors la loi, bref, Gabin a joué tous les rôles sous la direction des plus grands, puisqu'il a joué bien entendu sous la direction de Jean Renoir, mais aussi beaucoup de Julien Duvivier, d'Henri Verneuil, et avec les plus célèbres acteurs français, de Pierre Freinet à Alain Delon, en passant par Jean-Paul Belmondo, par Simone Signoret, par Brigitte Bardot et tant d'autres. C'est quand même une trajectoire fascinante que celle de ce petit Parisien, lui-même fils de comédien, qui était né en mai 1904, le 17 mai 1904, dans le 9e arrondissement de Paris. Son vrai nom, son nom de baptême, c'est Jean-Alexis Gabin Moncorgé. Il est le fils d'un comédien, Ferdinand Joseph Moncorgé, qu'on connaissait sous le nom de Gabin, justement, et puis d'Hélène Petit, qui était chanteuse de café-concert, de cafcons, comme on disait à l'époque. Il est donc né dans le Sérail, si vous voulez, ce petit Jean. Mais il passe son enfance et même son adolescence à la campagne, puisqu'il est élevé par sa sœur aînée, Madeleine, dans un village de Seine-et-Oise, à Mériel. C'était vraiment la campagne à l'époque. Mériel, c'est aujourd'hui dans le Val d'Oise, dans une maison que le père a achetée quelques heures plus tôt. Aujourd'hui, Mériel abrite le musée Jean Gabin. L'acteur, toute sa vie, va rester attaché à cette campagne. Et l'un de ses biographes, André Brunelin, nous dit « Mériel a été pour Gabin ce que Whitechapel fut à Chaplin, la source première de leur inspiration créatrice. » Le jeune Gabin, comment est-ce qu'on pourrait le définir ? C'est un peu un sauvageon, vous savez, il n'est pas du tout bon élève, il se passionne d'abord pour la nature, pas mal pour le sport et surtout pour un sport en particulier, la boxe. À 10 ans, lors d'un match amateur, bien sûr, son nez est écrasé et évidemment ce nez écrasé va faire une partie de la célébrité de Gabin. À 14 ans, il décide d'abandonner les études et à ce moment-là, il est un peu livré à lui-même. Il a perdu sa mère, son père ne s'occupe pas beaucoup de lui, il vit de petits métiers. On le voit garçon de bureau à la compagnie parisienne de distribution d'électricité, cimentier, ouvrier dans une fonderie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il fait l'un de ces petits métiers, il s'imprègne de ce qu'il voit, de ce qu'il sent, de ce qu'il entend. Il apprend en quelque sorte, il est comme une éponge, il se coule dans ses différentes fonctions et dans ses différents milieux. Il est aussi vendeur de journaux, bref. À 17 ans, il a une telle passion pour les trains. Quand on dit les trains, à l'époque, il faut bien comprendre qu'on est encore au temps des grandes locomotives à vapeur, de ces monstres de puissance qui fascinent beaucoup de monde. Et il veut devenir conducteur de locaux, comme était son grand-père. Il n'empêche que Jean Gabin n'a pas beaucoup d'avenir. Alors,
lorsqu'il a 18 ans, son père se dit qu'il faut quand même qu'il fasse quelque chose, donc il va le coller il va l'engager comme figurant sur la scène des Folies Bergères. L'acteur dira plus tard: je suis entré dans le métier à grands coups de pompe dans le train. C'est son père qui lui conseille de changer de nom. Il ne veut pas s'appeler Moncorgé comme lui. Il lui dit: puisque moi j'ai fait ma carrière, la belle partie de ma carrière sous le nom de Gabin, tu devrais t'appeler Jean Gabin. Et 2 ans plus tard, Jean va effectuer son service militaire dans la marine, à Cherbourg. Il se marie au début de l'année 25 avec une jeune femme, Marie-Louise Basset, avec qui dont il divorcera 3 ans plus tard. Et à son retour du service militaire, Jean Gabin passe enfin une véritable audition, parce que pour l'instant, les Folies Bergères, c'était juste à titre de figurant. Cette audition, c'est au Moulin Rouge, et voilà que la grande Miss Tinguette, va l'engager dans sa troupe. Il fait ses débuts dans la revue Paris qui tourne. Son modèle, c'est la star du moment, celui que tout le monde adore et adule au music-hall, c'est Maurice Chevalier. Et puis, on va commencer à voir Jean Gabin dans un certain nombre de petits spectacles, dans des opérettes. Et il se fait un nom dans les opérettes. Il est vrai qu'avec ses yeux très bleus, Jean Gabin a tout du jeune premier, même s'il y a quelque chose d'un peu plus épais dans sa personnalité et même dans son physique. On commence à lui parler de faire du cinéma. Faut pas oublier que le 7e art est en pleine révolution. On est en train de passer à cette époque-là du muet au parlant, et c'est dans le music-hall que les producteurs et les réalisateurs sont en train de chercher les nouveaux acteurs, les nouvelles actrices qui savent parler, qui savent chanter. C'est un métier à part entière. Alors, disons-le, au début, Jean Gabin ne croit pas du tout au cinéma. Il voit dans le cinéma, je le cite, un grand machin très compliqué et très savant. Disons qu'au fond, il n'a peut-être pas suffisamment confiance en lui. Jean Gabin s'imagine en artiste de music-hall. Il a appris le métier sur le tas. Il n'a pas de formation théâtrale. D'ailleurs, il juge ses premiers essais de cinéma absolument catastrophiques. C'est des essais qu'il a fait pour la Gaumont. Il fait néanmoins ses débuts dans 2 courts-métrages comiques, Haut et les valises et On demande un dompteur. Et puis, il va tourner Chacun sa chance, un des premiers films parlant du cinéma français où il joue aux côtés de son ex-compagne Gaby Basset, aux côtés aussi de Jean Sablon. Il interprète là un vendeur qui se fait passer pour un baron et qui tente de séduire une marchande de bonbons dont il est amoureux. On peut dire que c'est son premier grand rôle, mais le jeune acteur ne pense pas pour autant faire carrière bien longtemps dans ce milieu. Son but à lui, c'est de tourner quelques films, de récupérer un peu d'argent pour s'acheter une ferme. Voici ce qu'écrit en 1930 un journaliste de Gringoire, à une époque où le journal n'est pas encore la feuille antisémite que ça deviendra plus tard. Voilà ce que nous dit ce journaliste. Il aime les animaux. Une de ses joies est de pouvoir les regarder vivre. Dès qu'il a pu réaliser son premier rêve, il fait l'acquisition d'une ferme. Et là, loin des studios, il vient se retremper dans la nature. La célébrité ne l'a pas entamé, n'est terrien, il le reste de la tête aux pieds. Et oui, sauf que la suite va en décider autrement. Jean Gabin sur Europe 1, la chanson du film de 1936. La belle équipe de Julien Duvivier, Jean Gabin incarne Jeannot et il chante Quand on se promène au bord de l'eau. Le jeune Jean Gabin est au cœur de l'histoire. Lui qui souhaitait juste gagner suffisamment pour s'acheter une ferme. Franck Ferrand, vous nous racontez ses débuts prometteurs dans le cinéma. Ça s'emballe, cette carrière du jeune Jean Gabin de 30 à 34. Voyez quand même qu'il a 25 ans passés, il a bientôt la trentaine. Il tourne dans plusieurs films avec des rôles très variés. Il est inspecteur de police dans Méphisto, où il est chargé de l'enquête sur l'enlèvement d'une jeune mariée. Dans Tout ça ne vaut pas l'amour, il joue un marchand d'appareils de TSF. Dans Gloria, il campe un mécanicien qui accompagne un aviateur pour un raid au-dessus de l'Atlantique. On le voit ensuite soldat. Dans La Belle Marinière, il interprète un capitaine de péniche, coureur automobile dans La Foule hurle. Tout ça, disons-le franchement, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre du cinéma, bien entendu. On le voit même dans le rôle d'un footballeur. Le film s'appelle Du haut en bas. L'univers du music-hall n'est jamais très loin avec Gabin. Les femmes qu'il fréquente ou qu'il rencontre dans ses films sont chanteuses de cabaret. Dans Zouzou, il tourne avec la célèbre Joséphine Baker. Ces films, c'est vrai,
n'ont pas marqué les annales du cinéma, mais il y a déjà un style Gabin. Il a une gueule, comme on dit dans le métier. J'ai assez vite compris qu'avec la gueule que j'avais, il valait mieux que j'en fasse le moins possible, dira Gabin. Je savais qu'avec ma tronche bosselée, même bien éclairée, ça pèserait son poids sur l'écran. Très intéressant d'avoir tout de suite cette conscience. Il avait tout simplement une très grande aptitude à voir les choses. Il y a une lucidité chez Gabin. Jean Renoir ajoute « Beaucoup trop de gens ont à mon avis ramené Gabin simplement à une sorte de gueule cinématographique. Exactement la bête à cinéma, il n'y a rien de plus faux. La gueule, c'est l'acteur qui la compose au plus profond de lui-même. » Merci Monsieur Renoir de rétablir un peu la vérité. En 1934, Jean Gabin a donc 30 ans. Il fait une rencontre déterminante avec le réalisateur Julien Duvivier, qui jusque-là tournait surtout des films muets et qui avait pour acteur fétiche Harry Bohr. Eh bien, Duvivier va diriger Gabin d'abord dans Maria Chapdelaine avec Madeleine Renaud et Jean-Pierre Aumont. Il campe là un homme qui courtise une femme retirée dans une maison isolée du Canada. Vous connaissez ce grand roman du terroir. Duvivier le fait jouer ensuite dans Golgotha, où il est Ponce Pilate. On en dira un mot tout à l'heure avec Bruno Kras. Le film évoque la vie de Jésus-Christ, de son arrivée à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion. Inutile de vous dire que Gabin n'est pas très convaincant en Ponce Pilate. Et puis en 1935, il tourne La Bandera, d'après le roman de Pierre Macorlan. Après avoir tué un homme à Montmartre, Jean Gabin, alias Pierre Guilliette, s'engage dans la Légion étrangère espagnole. Ça, ce rôle-là va le marquer, incontestablement. La Bandera fait l'objet de toutes sortes d'articles et c'est Marcel Achard qui, dans le Marianne de l'époque, écrit « Quelle joie de pouvoir dire enfin, voilà un film français qu'il faut aller voir, voilà un film français qui nous honore, Julien Duvivier est redevenu le metteur en scène de Poil de Carotte, La Bandera est un film triste mais c'est un vrai bon film, c'est même souvent un grand film, c'est en 2 ou 3 endroits un très grand film. » Entre parenthèses, le niveau des critiques de l'époque nous fait sourire, pourtant c'est Marcel Achard qui écrit ça. Le film est un succès, c'est un tournant, à partir de là, Jean Gabin devient vraiment une très grande vedette, comme on disait à l'époque, et au moment du Front Populaire, on est en mai 36, évidemment, Jean Gabin est là en quelque sorte pour incarner une sorte de nouvelle idéal. Il tourne à ce moment-là La Belle Équipe avec Charles Vanel et il interprète un ouvrier au chômage avec d'autres compagnons. Il gagne à la loterie nationale, il décide d'ouvrir une guinguette sur les bords de Marne. L'amitié entre les deux et le projet à l'époque tourne mal. Pour ce film, le producteur propose un procédé inédit en France, organiser une projection en avant-première avec 2 fins possibles, une fin triste et une fin heureuse, et on propose au public de choisir. C'est la fin heureuse que choisissent les spectateurs, comme toujours d'ailleurs. Le film, il faut bien le dire, est un échec, mais il en reste quelque chose, c'est la chanson « Quand on se promène au bord de l'eau » qu'on a entendue tout à l'heure. Et puis le tournage a été difficile entre Jean Gabin et Charles Vanel. Les 2 hommes ne se sont pas entendus, y compris pour l'affiche du film. Charles Vanel n'acceptera pas que le nom de Gabin soit en plus gros que le sien sur les publicités, alors que le contrat stipulait que l'affiche devait comporter la mention « Gabin et Vanel dans ». Vanel et Gabin ne tourneront plus ensemble, ils ne se parleront plus jamais. On a un peu oublié aujourd'hui Charles Vanel. Ça a été un acteur qui a une très très grande longévité, il a tourné jusqu'à un âge canonique. Il était à cette époque la star, évidemment. Alors cette même année 36, Gabin joue le rôle d'un malfaiteur réfugié dans la Casbah d'Alger. C'est bien sûr Pépé le Mocco, également de Julien Duvivier, un des premiers films noirs français, très inspiré, disons-le, de Scarface, du Scarface de Howard Hawks, qui avait été réalisé quelques années plus tôt, en 1932. Et bien sûr que Pépé le Mocco est un succès. Il sort au début de l'année 37. La critique est assez mitigée, mais le public, lui, ne s'y trompe pas. C'est un grand film. C'est le début de Gabin dans une sorte de rôle archétypal pour lui. Désormais, il va pouvoir s'offrir le luxe de refuser un certain nombre de rôles, de choisir ses films, comme on dit. Il est la vedette numéro 1 du cinéma français, un héros tragique, mais qui peut aussi se montrer romantique. Surtout, il va devenir le héros du cinéma réaliste de cette avant-guerre. On peut dire qu'à partir de ce moment, Gabin entre dans la légende du cinéma.
Excellent vendredi après-midi sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous envoyer vos messages sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire, par mail europe1.fr, via Twitter également, celui de Franck Ferrand ou #ACDH. On vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et avec vous Franck Ferrand, nous continuerons de parcourir la carrière de Jean Gabin au cœur des années 30. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Une grande légende du 7e art est au cœur de l'histoire cet après-midi. Franck Ferrand, vous nous parlez de Jean Gabin qui vient de gagner ses galons de star du cinéma français. On peut dire à ce stade que Jean Gabin est devenu en quelque sorte l'acteur fétiche de Julien Duvivier. Or, au cours de l'année 36, il rencontre un autre metteur en scène, l'un des fils du très grand peintre Auguste Renoir, Jean Renoir, qui a fait jouer Michel Simon dans Boudu sauvé des eaux, La chienne on purge bébé. On lui doit aussi Le crime de Monsieur Lange. On lui doit un film tourné pour le Parti communiste français, La vie est à nous. C'est un très grand réalisateur et d'emblée, les deux hommes vont s'apprécier. Gabin aime les films de Renoir et Renoir adore le jeu de Gabin. Leur première collaboration, c'est pour une adaptation de la célèbre œuvre de Maxime Gorky, Les Bas-fonds. Un film dans lequel Gabin va partager l'affiche avec Louis Jouvet, s'il vous plaît, le mythe du théâtre de l'époque. En 1937, Jean Renoir va reprendre Gabin pour jouer le rôle du lieutenant maréchal dans La Grande Illusion, aux côtés de Pierre Freinet et aux côtés aussi d'Erich von Stroheim. Le film se passe, vous le savez, pendant la Première Guerre mondiale. Le lieutenant maréchal et le capitaine de Boieldieu sont envoyés dans un camp de prisonniers et puis dans une forteresse qui est commandée par von Rauffenstein. C'est là qu'entre en scène von Stroheim. Et comme l'action se situe en Allemagne, on va choisir un décor un peu germanique pour l'occasion. On va tourner en Alsace au château du Haut-Königsbourg. Le nid d'aigle est d'autant plus intéressant pour y tourner que le château a été restauré 30 ans auparavant par l'empereur allemand Guillaume II, dont plusieurs portraits apparaissent d'ailleurs dans le film. Film qui est un très gros succès, alors cette fois autant pour le public que pour la critique. Il reçoit un prix à la Mostra de Venise, il est nommé aux Oscars pour le meilleur film, s'il vous plaît, et ça va devenir bien sûr un classique du cinéma français. Un film qui sera, disons-le, d'abord un objet politique. Il est interdit en France à partir de 1940 pour son absence de patriotisme en quelque sorte. Goebbels, le ministre nazi de la propagande, parlera d'ennemi cinématographique numéro 1 à propos de La Grande Illusion. C'est assez incroyable d'ailleurs. Quant au président américain, quant au président Roosevelt, il dira « Tous les démocrates du monde devraient voir La Grande Illusion ». Vous voyez à quel point ce film a eu une importance historique. Alors, après avoir tourné Gueule d'amour de Jean Grémillon, où il joue le rôle d'un sous-officier de Spahis, amoureux d'une femme qui va le conduire à sa perte, Gabin fait une troisième rencontre déterminante. Après Julien Duvivier et Jean Renoir, c'est bien entendu, et vous l'attendiez, c'est Marcel Carné, jeune réalisateur qui travaille avec un scénariste qui n'est pas tout à fait n'importe qui, puisque c'est Jacques Prévert. La première collaboration de Carné avec Jean Gabin, c'est 1938, c'est Quai des Brumes, bien entendu, d'après le roman de Pierre Macorlan. Gabin interprète ici un déserteur de l'armée coloniale, arrivé au Havre pour quitter la France. Il est aux côtés de Michel Simon, de Pierre Brasseur bien sûr, mais il est surtout aux côtés d'une sublime actrice de 18 ans, Michèle Morgan. Le sujet est sensible parce que on est dans une époque, 1938, où la guerre avec l'Allemagne semble de plus en plus inéluctable. L'armée contrôle le scénario. On veut enlever d'ailleurs le mot déserteur des dialogues. Et le producteur demande à Marcel Carné de couper tout ce qui est sale, dit le producteur. Alors, aux deux extrêmes de l'échiquier, du côté des communistes comme des nationalistes, Quai des Brumes ne passe pas. La critique va être sévère, mais ça n'empêche pas le film d'être un énorme succès. Là encore, un classique du cinéma, notamment avec la célèbre réplique. On essaiera de la trouver, de vous la diffuser tout à l'heure, cette réplique, Gabin s'adressant à Morgan, « T'as de beaux yeux, tu sais ». Elle dira plus tard, en 1993, Michèle Morgan, « Je n'avais qu'à le regarder pour apprendre, je n'avais qu'à écouter pour prononcer les phrases. Je me rendais compte de ce qu'il fallait faire pour essayer d'être dans la vérité. Jean Gabin a été charmant, plein de charme et de séduction, il me taquinait. Cela a été un moment de plaisir et d'apprentissage de mon métier. »
on peut dire que Gabin-Morgan forme en quelque sorte le couple idéal du cinéma français. L'acteur le plus populaire de ce cinéma va ensuite retrouver Jean Renoir pour La Bête humaine, d'après le célèbre roman de Zola, bien entendu. Il joue Jacques Lantier, le mécanicien d'une loco, la Lison. Gabin est ravi de ce rôle, puisque, je vous l'ai dit, dans sa jeunesse, il avait justement rêvé de devenir conducteur de loco. Un cheminot, c'est de la force en marche, disait-il. C'est du travail en cadence, c'est de l'ouvrier qui se déplace. Magnifique. En 1939, Gabin tourne à nouveau sous la direction de Carnet, c'est dans Le jour se lève. Et alors là, je vous propose d'écouter un extrait de ce film extraordinaire. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous guettez tous? Hein? Je peux pas me mettre curieuse, moi? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez que je saute? Ah! Un assassin reste intéressant, un assassin. Je suis un assassin. Mais oui, je suis un assassin. Mais les assassins, ça court les rues. Il y en a partout. Partout, tout le monde tue. Tout le monde tue un petit peu seulement. On tue en douceur, alors ça se voit pas. C'est comme la sable, c'est en dedans. Là, en dedans. Alors foutez le camp. Foutez le camp, allez-vous-en. Rentrez chez vous, vous lirez ça dans le journal. Ça sera imprimé, tout sera imprimé. Tout. Et puis vous le lirez, et puis vous le croirez. Parce que dans les journaux, on raconte tout. Hein? Ils sont bien renseignés, les journaux. Allez, foutez le camp, allez, vous allez attraper froid. Un film très sombre, un film très dur, Le jour se lève, et somptueux. Un film qui annonce déjà le climat de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Bruno Crass. Bonjour. Ce que nous venons de revivre, c'est la première partie de la vie et de la carrière de Gabin. C'est en quelque sorte la première carrière de Gabin. On va y revenir dans un instant avec vous. Et puis bien sûr, on évoquera aussi, peut-être surtout, la seconde. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Jean Gabin est au cœur de l'histoire sur Europe 1 et pour parler de l'immense carrière de cette légende du cinéma français, Franck Ferrand, vous recevez le critique cinéma d'Europe 1, Bruno Crass. Alors Bruno Crass, on voit à quel point Jean Gabin est venu au cinéma quasiment presque par hasard, mais il était tombé dans le chaudron étant petit, ça c'est incontestable. Oui, absolument. En fait, il voulait pas. On sait qu'il voulait être conducteur de locomotive. Voilà, il avait adoré la campagne quand il était élevé en Normandie par sa sœur Madeleine. Mais c'est son père donc qui l'a mis comme ça sur les planchers de l'opérette. Et il a appris ce métier. Et il avait pour lui une belle gueule d'amour, comme on l'a appelé ensuite. Et il était naturel et il a grimpé les échelons de l'opérette petit à petit. Mais c'était une époque où il fallait tenir la scène, il fallait chanter, il le racontait d'ailleurs dans une interview, plus fort que l'orchestre, il fallait se mettre sur le proscenium, il disait voilà, à l'époque il fallait vraiment, il n'y avait pas de sono, etc. Et on n'apprend pas mieux le métier de comédien que sur les planches. Et lui, il les a appris à la fois au niveau de la chanson, et il savait pousser la chansonnette, et à la fois le métier de comédien tout court. Et ça a été une formation, je crois, extrêmement importante pour lui, cette formation qui est arrivée un peu par hasard parce que son père l'a lâché sur les planches, l'a propulsé pour lui trouver un truc à faire. On va revenir sur la première carrière de Jean Gabin, sur les années 30, etc., sur ses grands rôles, etc. Avant ça, revenons peut-être sur le personnage lui-même qui vivait pleinement, il faut le dire. Il n'était pas de cette catégorie d'acteurs qui ne se révèle que devant une caméra. C'est quelqu'un qui prenait la vie à pleine main. Regardez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai eu pour la télévision l'occasion, il y a quelques années maintenant, d'étudier le parcours des comédiens français pendant l'occupation. Je me suis rendu compte que Jean Gabin a fait une vraie guerre. Il a voulu vraiment participer aux événements. Mais ce qui est extraordinaire, c'était un homme tout d'une pièce. Moi, je crois qu'il avait, je pensais à lui, une grande gueule, mais il était jamais dans la frime. Et puis c'est un homme entier qui a jamais voulu jouer au cinéma un lâche ou un type un peu retors. Il était vraiment tout d'une pièce. Et on pense à pièce d'artillerie, il s'est battu
de façon incroyable. Il a été, moi je me souviens d'une anecdote, il était sur un bateau, donc marin d'abord et puis ensuite chef de char jusqu'à Berchtesgaden, le nid d'Hitler. Chef de char, c'est pas rien, hein. Il était Gabin, c'était il entre avec la deuxième DB dans Paris. Hein. Oui. Et je me souviens d'une anecdote que quand il était sur un bateau et sous la batterie, sous les tirs des avions allemands, il pensait à Bogart qu'il avait vu dans un film de guerre et il disait putain moi j'ai peur, ce comte Bogart, on voit bien que c'était du cinéma. On voit bien que c'était du cinéma. Et là il en voulait à Bogart d'avoir été aussi serein comme ça dans un film. Et lui il avait pas peur de dire qu'il avait peur. Il avait peur pendant la guerre. Il avait peur dans son char. Il avait peur sur le bateau. Mais c'était un type courageux, incroyable. Et c'était quelqu'un qui vivait par ailleurs pleinement. On connaît ses grandes aventures, la plus célèbre évidemment avec Marlène Dietrich quand même. Oui, hein. il y avait eu Michel Morgan, et puis comme c'était un homme, un vrai, Marlène Dietrich était fou amoureuse de lui. Ouais. Et oui, c'était un sacré séducteur. Moi, je sais par des gens de ma famille, genre grand-mère, arrière-grand-mère, je connais quelqu'un de ma famille qui a dansé avec lui dans les guinguettes du bord de Marne ou du bord de Seine, parce que c'est ça qui était incroyable. Est-ce qu'on peut pas dire tout simplement que c'est un grand caractère, un très grand caractère. Oui, c'est un grand caractère. Il avait des coups de gueule, il se laissait pas faire, que ce soit au niveau des cachets sur scène, que ce soit. Il y a une anecdote incroyable que raconte Philippe Durand dans un de ses livres. Il était comme ça sur un plateau de cinéma à attendre, parce qu'on attend toujours au cinéma, et il y avait un vieux figurant qui venait le voir tous les jours en disant Monsieur Gabin, je suis content d'être dans votre film, etc. Et Gabin gentiment, patiemment supportait ça et tout ça. Et le dernier jour, quand le film s'est terminé, le vieux figurant est venu lui dire bon, et Monsieur Gabin, le film se termine, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Et là, Gabin n'a pas pu se retirer, il a dit non, monsieur, s'il vous plaît, pas de menaces. Ça, c'était Gabin. Voilà, il avait son caractère. Oui, ça bouillait comme ça. Ça bouillait. Et en même temps, une grande discrétion, une grande courtoisie, toujours très bien avec ses partenaires de jeu. Lorsqu'on entend que ce soit Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo, par exemple, raconter leur premier tournage avec Gabin, évidemment, c'est un mythe, c'est une légende vivante, et il les met à l'aise toujours. Oui, mais il faisait peur au début. Lino Ventura, la première fois je crois que c'était pour Touchez pas au Grisby, la première fois que Lino Ventura, qui n'avait jamais joué, qui était un catcheur, est entré dans sa loge pour se présenter, il avait peur. Et Gabin n'a rien fait pour le rassurer. Et puis après, ils sont devenus potes. Et pareil avec Belmondo dans Un singe en hiver. Le jeune Belmondo débarque et Gabin le calcule pas, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Et puis Gabin voit qu'il lit l'équipe, qu'il s'intéresse au sport. Et alors, quand Gabin ensuite prenait quelqu'un sous sa coupe, alors c'était à la vie et à la mort. D'ailleurs, je crois qu'il avait dit du jeune Belmondo à quelqu'un, tu vois, celui-là, c'est mon successeur. Il a adoubé le jeune Jean-Paul Belmondo. Et il était très fidèle. Le nombre d'acteurs qui n'avaient pas de boulot et qu'il a fait travailler dans ses films, parce qu'ils avaient besoin d'un cachet. De toute façon, c'était il avait un petit côté pater familias, comme ça. C'était un petit père tranquille, j'allais dire. C'était un petit père tranquille. Je me souviens d'une interview avec Jean Delannoy où il disait à Jean Delannoy, écoute, je me suis dérangé là parce que pour ton émission de télé où on te rend hommage, mais d'habitude je vais te dire, je suis chez moi, j'ai 2 télés, c'est les années 60, j'ai une télé dans ma chambre et une télé dans la salle à manger, parce que j'aime bien regarder les mecs bosser à la télé pendant que je bouffe. Moi j'aime bien ça, parce que moi tu sais, j'aime bien me mettre dans ma chambre et regarder la télé, j'ai pas envie de faire d'efforts. Il y avait un côté père de famille, un côté protecteur, et puis un côté père tranquille, quoi. Il avait pas envie de s'embêter, voilà. Alors, nous avons vu que pendant la première partie de sa carrière, il incarne une sorte d'archétype de l'homme populaire, quasiment de l'ouvrier, auquel populaire. Voilà, populaire, c'est ça, qui peut aussi bien faire le docker, l'ouvrier. On a entendu cet extrait extraordinaire du jour se lève, avec une force extraordinaire. Bon, ça c'est le premier Gabin en quelque sorte qui est devenu un archétype, international, disons-le quand même. C'était déjà une gloire aussi, c'est incroyable. Et puis, donc arrive la Seconde Guerre mondiale, toute cette période où il va donc donner lui-même. Il est vous l'avez dit, dans les chars. Jusqu'en 1945, il s'est battu.
Alors, il y a une période quand même qu'on pourrait appeler une sorte de traversée du désert. Ça a été difficile, hein. Oui. Ça a été difficile après la guerre. À des moments, il n'avait plus le sou. Mais il le raconte très bien. Il dit, je suis parti, j'avais pas 40 ans, j'étais jeune et beau, et je suis revenu, j'avais les cheveux tout blancs. Ouais. Et ça, le public ne l'a pas accepté. Il y a même des critiques à l'époque qui ont été dures, qui ont dit, c'est plus Gabin. Il est là, massif, il a sa présence, mais c'est plus lui. Et il a fallu qu'il attende des années jusqu'à peu près un singe en hiver de 45, on va dire, au début des années 50. Une petite décennie, oui, voilà. Une petite décennie. Et après... Et alors il là, est c'est la devenu deuxième carrière. Deuxième carrière où Et il est alors, devenu qui une est sorte de immense, pacha. voilà. Immense. Mais ce qui est drôle, c'est que moi j'étais jeune à l'époque, dans les années 60 et 70, et nous, jeunes intellos et cinéphiles, on n'aimait pas beaucoup Gabin. Eh oui. On disait, oh là là, Gabin, il fait toujours la même chose, il compose pas, il fait Il faut du reconnaître Gabin. que petit à petit, il avait une sorte de personnage qui Voilà, s'était institué. voilà. Le baron de l'Écluse, en Voilà. gros, hein, c'est ça. Mais, en vieillissant et en revoyant les films, je me suis dit, mais je me suis trompé. Il a, bien sûr, sa personnalité, le Gabin de toujours, mais qu'est-ce qu'il est juste, qu'est-ce qu'il est fort dans ses colères, quelle présence à l'écran, et quoi qu'il joue, qu'un président de la République ou un flic ou un grand flic ou un gros truand, Dominici, ou voilà, il est toujours dans le personnage. Et je crois que le summum, c'est comme les Jouvet ou les Rému. Le summum, c'est pas les acteurs forcément qui composent, c'est les acteurs qui sont eux-mêmes, qui font passer à l'écran toute leur personnalité, mais qui en même temps arrivent à être un autre. Et ça, pour ça, Gabin, Rému, Jouvet, c'était vraiment des très grands. Il faut dire qu'il a été servi par Michel Audiard, Oui. qui lui a ciselé, à partir du moment où il acquiert cette stature de pacha, selon le titre d'un de ses films, hein, où il devient cette espèce de figure, de patriarche extrêmement puissant, comme ça, Michel Audiard lui fabrique des dialogues pour lui, si je puis Mais dire. Hein. ce qui est extraordinaire, c'est que il a été ami avec Audiard, comme il a été ami avec Ventura et avec d'autres. Et ils mangeaient ensemble. On sait la religion, l'adoration qu'avait Gabin pour la bombance. On connaît, on a entendu ces interviews où il mange avec Ventura, etc. Il disait, si on se refaisait un petit pot-au-feu au hall, etc. Ils sont capables de remanger juste pour la convivialité et la chaleur. Et ce qu'il faut dire, c'est que il était très souvent, rarement, un acteur n'a été aussi près de celui qui écrivait les dialogues. Et lui et Michel Audiard, c'était lui aussi à la vie et à la mort. Et Audiard écrivait des dialogues pour lui. Et il savait qu'est-ce qu'il fallait mettre dans la bouche de Gabin. Et Gabin, quand il balance dans les films les dialogues d'Audiard, c'est incroyable. On dirait que c'est lui qui parle. On dirait que c'est lui qui parle. De toute façon, Exactement. il avait ce côté. Moi, je me souviens aussi d'une réflexion extraordinaire. En fait, c'était un critique, c'était avant la guerre, et c'était Henri Janson. Oui. Et Henri Très, très Janson, grand qui est dialoguiste, ensuite devenu le grand scénariste que l'on sait, quand il était critique, il avait vu Golgotha avec Gabin. Et Gabin jouait Ponce Pilate. Et il avait eu ce qui a fait beaucoup rire Gabin, ce qu'il n'a pas du tout agressé. Et Jean Janson avait écrit, quant à Gabin, il a plus l'air de descendre de la Courtille. La Courtille, c'était un quartier populaire de Belleville, que du Golgotha, mais il s'en lave les pognes. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux, parce que le critique dit ça, et ça faisait rire Gabin. Il était tout heureux qu'on lui dise ça. C'est vrai qu'on imagine Gabin dans Ponce Pilate. Voilà, c'était peut-être pas l'emploi. Alors ce que je vous propose, c'est de revivre maintenant un certain nombre des grands moments de cette deuxième carrière de Gabin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. À l'occasion de la rétrospective Jean Gabin jusqu'au 30 mai à la Cinémathèque, ce monstre du cinéma français est au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et pour parler de Jean Gabin, vous recevez Franck Ferrand, le critique cinéma d'Europe 1, Bruno Crass. C'est une chance que la Cinémathèque organise cette rétrospective Jean Gabin avec des films très célèbres, bien entendu, et d'autres qui sont de véritables pépites, hein, il faut le dire, Bruno Crass. Oui, mais de toute façon, on peut pas être déçu quand on revoit un film de Gabin. Alors, il y a des films qui sont des films mineurs. Moi, Archimède de Clochard, c'est pas mon préféré, ou Le Gentleman d'Epsom, mais il y a des films comme Un singe en hiver, qui est magnifique. C'est une merveille. Des bons polars. Aujourd'hui, il ferait rougir certains polars d'aujourd'hui, comme Le Clan des Siciliens ou Mélodie en sous-sol. C'est merveilleux. fantastique. Alors on va y venir justement, Mélodie en sous-sol. Ce que j'aime aussi, c'est la très grande douceur qu'acquiert cette force de la nature lorsqu'elle s'adresse aux dames.
dame. Mais qu'est-ce que tu as? Ah bah, c'est un tatouage, c'est une dame. Ça t'a fait mal? Ah oui, mais dis donc, c'est joli. Qui est cette femme? Bon, n'importe laquelle. Si j'avais voulu, pour le même prix, je pouvais avoir un crocodile. J'aime mieux le crocodile. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Ah, alors voilà, le typographe à la retraite qui se prend pour Zola. L'anard petit bourgeois qui n'aime plus que son gros minou. Miaou, miaou, miaou. Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Tu dégringoles de plus en plus tous les jours. Vieille vache. Vieille vache. Ah, ça y est. Acrobate à ses humeurs. L'alcool parle et nous voulons en pleine démence. Laisse-moi penser. Non. Mais où crois-tu qu'on va gueuler comme ça tous les deux dans une cave? Hein? Mais non de Dieu, tu te rends pas compte que c'est d'oxygène que j'ai besoin. Je voudrais pouvoir me lever, me coucher avec un cœur encore jeune. Voilà, c'est tout. Eh, viens mon pépère, viens. Viens mon pépère, quelle gouaille. Oui, on a entendu Simone Signoret, on a entendu Suzanne Flon, oui, quelle voix, oui, il savait. Mais moi, ce qui me frappe en repensant à Gabin, c'est qu'il était tout à la fois, quoi. Il y a le jeune séducteur, le beau gosse qui plaisait aux filles dans les guinguettes, il y a le gueulard qui se laisse pas faire, il y a le type d'autorité, voilà. Tout en restant absolument lui-même, bien entendu. Toujours. Honnête avec lui-même et honnête avec les autres. Il y avait quand même une certaine réserve à l'égard du métier. Vous avez dit qu'il participait très peu aux émissions de la télévision naissante, il détestait la représentation, enfin toutes ces choses-là. Il n'aimait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la promo. Il la réduisait d'ailleurs à sa plus simple expression. Pour avoir une interview de Gabin, c'était toute une affaire. Et il considérait que le cinéma, en quelque sorte, c'était plus une occupation qu'un véritable métier. Hein. Mais c'est vrai, il se prenait pas au sérieux pour ça. Encore une anecdote qui montre bien son recul. Dans Un singe en hiver, je cite toujours Philippe Durand, dans Un singe en hiver, il est avec Belmondo, ils sont en train de monter un petit fossé et il dit à Belmondo: c'est la dernière fois que je signe un film où ça monte. Voilà. Il en faisait pas des tonnes, quoi. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui on dirait que c'était une star, mais il se prenait jamais pour une star. Ce qui le passionnait, c'était les chevaux, notamment. On sait à quel point il aimait la campagne, à quel point il était déçu par tout ce qui s'est passé avec les agriculteurs, etc. Il adorait la vraie vie, il adorait les locomotives, il adorait la campagne, il adorait les chevaux. Et quand on lui disait, mais il aimait jouer aux paresseux, hein. On lui disait, quelqu'un lui avait dit, mais on sait que, à propos de ses colères, on sait qu'il paraît que vous avez signé dans un contrat tout un nombre de colères parce que vous aimez vous mettre en colère dans les films. Et lui, il était dans la dénégation. Il disait: oh non, mais moi, la colère, mais ça me fatigue, moi j'en fais. Voilà. C'était le côté, moi j'en fais, plus je suis peinard, mieux c'est. Donc il restait lui-même avant d'être l'acteur. C'est quand même fascinant que cet homme qui était l'incarnation du grand cinéma réaliste des années 30 puisse découvrir dans les années 60, 50 et 60 les jeunes talents de son temps, puisqu'il va partager l'affiche au sens propre. Hein. Il donne, si l'on peut dire, de grands rôles à ses côtés, à Brigitte Bardot bien entendu, à Alain Delon, à Jean-Paul Belmondo et même à Gérard Depardieu. C'est vrai, absolument. Mais je pense que autant il était assez dur. Je me souviens qu'il y a eu des disputes avec Michel Simon, qui est sur un film, qui avait un cachet plus important que lui. Autant il faisait très attention, parce que il y avait ce côté paysan. Autant, pour le métier, à partir du moment où il avait accepté quelqu'un, tout allait bien. Il voulait bien partager. Il n'y avait pas de problème. Il voulait bien. En plus, il se sentait quand même le patron. Toujours. Ouais, c'est ça. Toujours. Et d'ailleurs, tant qu'il joue avec Louis de Funès comme le principal comédien, on a cette scène qu'on va entendre d'ailleurs tout à l'heure, Jean Bier, dans La Traversée de Paris. Jean Bier. Bon, évidemment. Et puis il y en a d'autres. Mais lorsque de Funès devient lui-même une star avec Le Tatoué,
on a l'impression que ça marche moins bien. Le duo ne se crée pas. Oui, parce que c'est drôle, il se prenait pas pour une star, mais en même temps, s'il a fait cette carrière, c'est parce qu'il se laissait pas faire. Et comme il se laissait pas faire dans la vie, ni par les femmes, ni par les gens, ni par les paysans, ni rien. Encore qu'il a été très généreux avec les paysans quand les paysans lui ont vendu ses terres, quand il a acheté la Montcorgerie, là, il a été très généreux avec eux. Mais comme il se laissait pas faire dans la vie, il avait ce côté paysan, il se laissait pas faire sur un plateau, hein. Et quand il sentait que l'autre, le partenaire, prenait un petit peu trop d'importance à l'écran, un peu trop la lumière, ça lui plaisait pas trop non plus. Non, bien sûr. Alors on va l'entendre se mettre en colère puisque vous en avez parlé, et puis que c'est sans doute dans l'imaginaire collectif ce qui reste de Jean Gabin, quelques colères mythiques et cinématographiques. Greffier, la salle s'illumine, les artistes rentrent en piste. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Vous connaissiez Modigliani? Non, jeune homme, je ne connaissais personne. Il était 2h du matin, je suis entré au Café du Dôme à Montparnasse, il régnait comme une démence. Alors il y a un type qui s'est approché de moi, il m'a dit « Je veux te tatouer une femme dans le dos. » Oui, monsieur, et je me suis couché sur le billard. Oui, monsieur, et ça n'est que 20 ans plus tard que j'ai appris que c'était Modigliani et que j'étais devenu un chef-d'œuvre. Ceci dit, ça n'avait aucune importance, car j'étais resté à la Légion et je continuais à me battre sous l'emblème apatride de la grenade à 7 flammes. Oh là là. Oui, mon petit. Oui, mon petit. Oui. Vous êtes sûr de lui? Absolument, et en plus je lui ai rien dit. Il sait même pas où on est. C'est mieux ça. Alors vous venez, vous? Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! J'en ai 2000 francs. Rien du tout! J'en ai 45 rue Polimo. Oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou! T'as le coup de pompe? Non, mais c'est l'autre vache, là. L'indigène qui a dû me filer du poison. T'as peut-être plus l'habitude. Si tu veux, on peut rentrer. Oh, la gamin, dis donc, pas de faux fuyant. C'est pas parce que t'as estoqué 2 ou 3 voitures, mais moi, j'ai pas eu mon compte. D'abord, on va leur montrer ce qu'un jeune et un vieux peuvent faire. Et qui ça? Aux affreux. Allez, viens. Du l'amour, l'ivresse, le tendresse. Alors là, encore un grand scénariste et un grand dialoguiste au service d'un singe en hiver. Ah ouais, c'était super. C'est Antoine Blondin qui avait écrit ça sur un scénario de Sébastien Japrisot. Enfin là, on est vraiment au sommet. Oui, on sait ça nous. Et ça me rend tout mélancolique parce que je me dis que ce cinéma-là où il y avait des décorateurs, où il y avait des grands scénaristes, où toutes les équipes techniques que Gabin connaissait, il adorait toujours tourner avec les mêmes. Il était très fidèle et puis il était plus confortable avec des gens qui connaissaient, avec un chef opérateur qui connaissait. Et on se dit que c'était de la belle ouvrage. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces films-là, leur scénario, ça reste, ça tient toujours la route aujourd'hui, 40 ou 50 ans après, parce que c'était de la belle ouvrage. On peut donner un conseil à nos plus jeunes auditeurs, c'est de trouver un DVD ou de télécharger un singe en hiver. Ils vont passer un moment exceptionnel. Absolument. Moi, je sais que mon fils, il a vu, il est tombé sur certains films de Gabin dialogués par Audiard quand il avait 15-16 ans, il a adoré. Et il se le repassait en boucle. Non, ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit pas. Alors, c'est certain que sur la toute fin, il a eu tendance à se caricaturer un petit peu. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il venait, si l'on peut dire, cachetonner dans des rôles où il jouait Gabin. C'était Gabin jouant Gabin. Encore que, le Pacha, ça fait partie, pas ses tout derniers films. Son dernier film, c'était L'année sainte, je crois. Mais le Pacha, c'était quand même quelques années seulement avant sa mort. Et il est remarquable dans le Pacha avec la musique de Gainsbourg, etc. Il est remarquable. Quand on revoit le Pacha, qu'à l'époque on considérait que c'est ça qui est extraordinaire comme une série B, quand on revoit on dit mais c'était vachement bien. Et je me rappelle la toute première cérémonie des Césars du cinéma français, c'était nos Oscars à nous en quelque sorte, on est en 75 ou 76, je me rappelle plus, mais enfin au milieu des années 70. Qui préside la cérémonie? C'est bien sûr le père du cinéma français, c'est bien sûr Jean Gabin, qui monte sur scène avec cette crinière blanche et ses lunettes noires. C'est sa dernière apparition en public. C'est ça, mais il est mort en 76. Mais oui. Donc c'est sa dernière. Le 15 novembre 76, assez jeune. 72 ans, il était né en 1904, oui. Très jeune. 72 ans, c'est jeune pour mourir. Et pour quitter, évidemment, il est mort au sommet de sa gloire. Il a des successeurs dans le cinéma français. Est-ce qu'il y a comme ça des figures? Évidemment, on a dû parler à un moment de Depardieu. Oui, on a dû parler, mais c'est très difficile parce que, encore une fois, c'était un type issu du peuple qui gardait tout le temps sa gouaille, mais ce côté popu, ce côté guinguette, ce côté gouailleur et ce côté dialogue d'Audiard ne l'a pas empêché
de jouer des bourgeois en costume. Donc, trouver quelqu'un qui ait une palette aussi large aujourd'hui, c'est assez difficile. Mais il y en a évidemment, il y en a forcément. Mais avec cette carrure et ce poids et cette présence à l'écran, c'est pas évident. Il faut peut-être avoir un peu de maturité, quoi. Merci beaucoup Bruno Crass. Je rappelle que la rétrospective Jean Gabin à la Cinémathèque a lieu jusqu'au 30 mai prochain avec non seulement des films, mais comme toujours à la Cinémathèque, de belles conférences. Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Wipke sur l'origine de l'expression « avoir d'autres chats à fouetter ». Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est une auditrice allemande qui vous pose une question, Franck Ferrand, cet après-midi par mail via europe1.fr. Wipke vous dit « Grâce à votre émission, j'apprends tous les jours un peu plus sur l'histoire de la France et pas seulement de la France. J'aime également la dernière partie de l'émission où vous expliquez l'origine des proverbes et des traditions. J'aimerais en savoir un peu plus sur une expression qui m'a toujours étonnée et dont j'aimerais bien connaître l'origine. Et l'expression c'est « j'ai d'autres chats à fouetter ». Oui, alors il faut peut-être dire à Wipke que l'expression signifie, mais elle le sait évidemment, elle signifie avoir d'autres préoccupations, avoir bien autre chose à faire de beaucoup plus important. Alors cette expression, avoir d'autres chats à fouetter, elle date du milieu du XVIIe siècle et je vous avoue, et c'est en cela que ça va vous rassurer, j'imagine, cher Wipke, je vous avoue que cette expression reste assez inexplicable. Alain Ray, qui est vraiment le pape de la lexicographie, Alain Ray voit dans cette expression une connotation sexuelle. Le verbe fouetter se rapprocherait de foutre dans le sens de copuler. En revanche, il existe une autre expression un peu similaire, to have other fish to fry, avoir un autre poisson à frire, qui est la version donc anglaise, un petit peu plus cohérente puisque le sort de certains poissons est de finir à la poêle. En tout cas, si les chiens ne font pas des chats, on retrouve pourtant une certaine promiscuité dans de vieilles expressions. Il y a comme ça des glissements de sens, il y a des rapprochements à faire. Par exemple, on trouve dans les lettres de Madame de Sévigné au XVIIe siècle des expressions telles que « jetterez-vous votre langue au chien ?» On sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus au chien qu'on jette sa langue. Depuis le 19e siècle, c'est au chat. Chats et chiens se confondent. Vous me direz, Wipke, que vous n'en savez pas beaucoup plus sur notre expression. Je suis désolé, je ne peux pas vous en dire davantage car j'ai d'autres chats à fouetter.